L'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez, a rencontré la presse ce vendredi dans le but de faire le bilan de sa première année de mandat et de présenter certaines des réalisations de la coopération UE-Haïti dans le cadre du 10e Fonds européen de développement dont la période de programmation 2008-2013 arrive à son terme. M. Pérez a également abordé la question des élections. Il a affirmé que l'Union européenne est donc prête à financer les prochaines compétitions électorales à hauteur de 5 millions d'euros. C'est d'élargir le cadre de notre partenariat et d'avoir aussi un véritable dialogue politique sur des questions qui vont au-delà de la coopération au développement. Et là, effectivement, c'est un plaidoyer, c'est une requête. Des contacts informels ont déjà eu lieu avec les gouvernements. La réponse a été positive. Maintenant, il s'agit de trouver une date et un format qui pourrait être convenable pour les deux parties. Mais j'insiste, les premières réponses que nous avons eues, c'est tout à fait positif. Et pour nous, ça serait une bonne opportunité d'avoir un nouveau cadre de dialogue, d'avoir la possibilité de parler et de s'engager avec les gouvernements sur d'autres questions plus politiques et qui renforcerait, si vous voulez, cette idée que nous voulons être perçus comme un ami, comme quelqu'un qui écoute, comme le disait Joao très bien, dans une perspective humble où nous sommes conscients que les solutions aux problèmes haïtiens doivent être données par les Haïtiens eux-mêmes et que nous sommes ici pour accompagner ce processus. Quant à la question sur les élections, je disais tantôt que nous avions dans le passé fourni un appui aux processus électoraux. Ça sera la même chose pour cette nouvelle échéance électorale. Nous avons identifié un appui de 5 millions d'euros, donc à peu près 6 millions, 7 millions de dollars, qui sera géré en coopération avec le PNUD et qui est déjà à la disposition du gouvernement pour cette prochaine échéance électorale. Le colonel Himmler Rebu, lors de son intervention à la rubrique Le Point ce vendredi, a affirmé qu'il y avait un déficit de sincérité dans la stratégie du MOPOD, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique. Selon l'ancien président du GRE, ce mouvement d'opposition essaie d'utiliser le fonds de commerce idéologique de Famille Lavalas pour parvenir à ses fins. Toutefois, M. Rebu reconnaît que les revendications formulées ne sont pas toutes injustes. Il estime que le président donne souvent des arguments à l'opposition. Le MOPOD, c'est une vieille histoire. Le MOPOD a le label du MOPOD aujourd'hui, mais ce sont les mêmes hommes, la même structure qui, à un moment déterminé, a tenté de s'opposer au président Préval. Et ce qui se passe là, c'est un remake, c'est une copie d'une histoire ancienne. Et je n'ai jamais pactisé avec ce groupe pour une raison simple. Il y a un déficit de sincérité dans les lignes stratégiques, mais surtout dans l'orientation idéologique de la question. Et ce qui a été, dès le départ, quand ce groupe-là a voulu s'opposer au président Préval, c'était par rapport à un déficit de popularité et de capacité de mobilisation, tenter de surfer sur le Lavalas aristidien. Or, ça a été ma gêne. Moi, je ne mens pas en politique. J'ai toujours dit que le pouvoir Martelly est idéologiquement mon pouvoir. Je continue de l'assumer. Donc, le MOPOD qui tente à chaque fois de surfer sur la vague Lavalas a un point de désaccord avec moi. Je ne peux pas aujourd'hui entreprendre une action politique sous le vernis ou bien pour lui donner de la force. Il faut que je fasse une référence au Lavas et à cette affaire lavalasienne qui aurait en backup la personnalité du président Aristide. Je suis fondamentalement opposé à la méthode Aristide. Donc c'est pourquoi je ne fais pas partie du MOPOD. Je comprends. Et je ne fais pas partie du MOPOD, ce n'est pas parce que le MOPOD est opposé au président Martelly. Et je désapprouve beaucoup de mouvements stratégiques du pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'on a un enfant désordonné qui fait qu'il cesse d'être votre enfant. Très bien. Le premier secrétaire du Sénat, Steven Benoît, dénonce un arrêté présidentiel modifiant la répartition des crédits budgétaires de l'exercice 2012-2013 par virement et transfert. Cet arrêté a été publié dans le journal officiel Le Moniteur, numéro 175, du 20 septembre 2013. Le sénateur Benoît crie au scandale et condamne la mise en application d'un budget rectificatif par l'exécutif sans l'aval des législateurs.
Parmi les modifications figurent des désaffectations pour l'exécutif, estimées à 44 milliards de gourdes, celles pour le secteur économique à 6 milliards de gourdes et pour le ministère des Finances 3 milliards de gourdes. Stéphane Benoît juge qu'il s'agit là d'une tentative de l'exécutif pour contourner le rejet de la loi de finances 2013-2014 par le Sénat. Il considère l'arrêté comme inconstitutionnel et soutient que tous les membres du gouvernement sont passibles de la Haute Cour de justice pour ce forfait. Les responsables de l'exécutif, en réalisant cette manœuvre, veulent avoir les mains libres pour le dernier trimestre de 2013, a-t-il ajouté. Cette décision n'a donc aucune provision légale, a martelé le sénateur Benoît, membre de la commission finances du Grand Corps. Il a révélé que les membres du gouvernement n'avaient donc à aucun moment contacté les leaders des deux branches du Parlement autour de cette décision. D'ici avril 2014, la portabilité des numéros sera effective, annonce Jean-Marie Guillaume, le directeur général du Conseil national des télécommunications. Cette initiative permettra à un abonné d'une compagnie de téléphonie mobile de changer d'opérateur tout en gardant son numéro. Selon le directeur du Conatel, la mise en place de ce programme vise à rendre le marché plus compétitif et plus stable. Les deux opérateurs concernés sont déjà touchés de cette question et sont en train de prendre des dispositions. Portabilité de numéro qui s'allie, c'est que si je un numéro aujourd'hui, pour le digital, je besoin de Natcom, je vais numéro mal dans Natcom. Si je n'ai besoin de digital, je vais numéro mal dans digital. Parce que j'ai un marché aujourd'hui, c'est que si vous besoin de changer de numéro, ou obligé, si vous besoin de changer d'opérateur, ou obligé de changer de numéro. Donc, living by opérateur dominant, ou avantage par rapport à opérateur qui lui-même a essayé de monter. Donc, avec portabilité numéro 1, qui avantage que la Vinbay, c'est que deux pour pas satisfait avec qualité de service là, ou capable qu'un ben numéro, m'te l'opérateur ça, m'te ben numéro mal l'opérateur ça, et puis m'te opérateur ça, ok, m'a traverser service moi la caillou. Même toujours qu'il y a même opérateur, ça veut dire que ou même qu'après les moun ou pas connaître que moun change opérateur. Donc ça, c'est un moyen pour nous assurer que le marché est compétitif. Et puis, c'est un moyen pour nous assurer que le marché est toujours stable. Toujours selon Jean-Marie Guillaume, Haïti sera prête en 2015 pour passer de l'analogue au numérique, comme le veut l'Union internationale des télécommunications. Il a révélé que le processus avançait à grands pas, car 3 experts américains sont sur ce dossier et une enquête a déjà été réalisée sur tout le territoire, visant à identifier combien de ménages possèdent déjà un appareil de télévision numérique. Le travail qu'a fait en numérique, là, et UIT, ouais, ça nous fait. Dernièrement, des représentants UIT qui est là, et ils ont étonné de travail que nous avons déjà fait. Je suis capable de garantir que gagner un plan et d'études techniques économiques détaillées qui déjà établi. Nous déjà avons 3 consultants qui travaillent sur lui. 3 consultants que nous travaillons avec FCC pour FCC aux États-Unis, régulateurs américains identifiés pour nous. Okay? Et ce sont des experts en normes ATSC qui norment et que nous allons utiliser. Hein. Donc, travail a fait de manière méthodique afin que qu'on y est là, nous préparer plan ça, technique économique là, capable de commencer une discussion qui est faite avec opérateurs. En même temps tout, parce que si on va discuter qu'on est là, on va rien pour discuter. On va juste vous et monter. Ça nous besoin des données concrètes pour nous discuter. Deuxièmement, même au niveau formation, nous avons une formation réellement bien conçue que NAP travaille sur lui. Des experts cubains évoluant dans le domaine de l'environnement ont mis fin ce jeudi à leur mission en Haïti après avoir passé 4 mois dans le pays pour aider le gouvernement haïtien à définir une stratégie de reboisement. Pour saluer le départ de ces spécialistes, le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, avait organisé une cérémonie en leur honneur. Il a annoncé avoir rencontré la semaine passée le vice-ministre cubain de l'Agriculture à La Havane dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine environnemental.
Avec concours, nous venons là, au fur et à mesure, à orienter beaucoup mieux et adresser beaucoup mieux des problèmes ponctuels. Mais en plus, il y a un travail que vous proposez, que vous pouvez aller aider nous faire, qui c'est inventaire forestier nous, qui c'est des techniques également très avancées de reboisement. Donc, moi, je crois que non seulement sur le plan conceptuel, vous quitté un bel travail pour nous, parce que vous quittez un document de taille, mais deuxièmement, sur le plan pratique, tout, c'est des techniciens qui étaient sur le terrain. Ils étaient sodo, ils étaient mon l'hôpital, ils étaient à la forêt des pins, ils ont montré moun qui gens pour yo gagner des techniques plus modernes pour yo faire des mises en terre. Donc moi je crois que c'est une satisfaction. Mission pas camper là. Nous pourrons gagner encore une deuxième mission qui prend une phase beaucoup plus pratique. Ça veut dire que fait atterrir tout aspect théorique que vous avez mis là et son mission d'ailleurs qui pourra le renforcer. Nous t'ai monté justement pour ça la Havane Cuba et nous t'ai avec vice-ministre là qui nous t'a expliqué que 4 mois était très intéressant parce que il te permet nous faire une évaluation très intéressante de situation mais kounya là nous arriver dans phase pratique là tout et nous gagnons éducation scolaire, nous avons éducation environnementale, sensibilisation et tout aspect ça yo qui pourra le mettre inventaire, adaptation des lois sur la protection de l'environnement. Donc nous gagnons un vaste champ d'action et que nous besoin de coopération ça a toujours et yo d'accord. Donc son mission qui pourra le renouveler encore là, nous pourra le renouveler pour une durée de 6 mois et avec un nombre plus élevé de techniciens que nous pourrons l'accorder avec yo là qui pourra le permettre nous capables de couvrir non seulement zone centrale là mais que nous capables de gagner une meilleure présence de forestiers ça yo à travers le département géographique pays là. La vente signature du dernier ouvrage du juriste Jude Baptiste aura lieu ce lundi 7 octobre à l'école de la magistrature. Ce livre intitulé Guide de la famille et des successions est destiné à servir de référence à tous pour bien comprendre le droit de la famille et régler dans une démarche anticipatoire l'épineuse question des successions. Suivez les explications de l'écrivain Jude Baptiste, auteur de cet ouvrage. C'est un principe en droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de reconnaître que l'accès du public aux différents textes de loi réglementaires pose de sérieux problèmes. Ainsi, les citoyens posent des actes juridiques sans connaître les règles qui les gouvernent. C'est, disons-nous, en cas de manquement à une obligation qu'ils vont se rendre compte des conséquences juridiques de leurs actes. Et pour améliorer la situation, j'ai jugé bon de travailler sur la question du droit de la famille et des successions. Avant, j'ai écrit d'autres ouvrages portant sur le droit pénal et la procédure pénale, mais je pense que c'est important maintenant de parler, de traiter de la question du droit de la famille. Le constitutionnaliste aussi a donné un devoir au président de la République de publier tout traité, convention et accord, de mettre tout ça à la disposition de tout le monde et le peuple n'est pas au courant. Le peuple ne peut pas savoir, c'est pas accessible. Ça veut dire que tout est déjà là, mais tout simplement je le mets à disposition du public dans un langage vraiment pas trop soutenu pour que tout le monde puisse comprendre ça. Il y aura une avant-première à l'école de magistrature le 7 octobre prochain, mais lundi. Mais le 21, il y aura une grande vente signature, c'est au tribunal de première instance de Port-au-Prince, au palais de justice, boulevard Ritrouman. Et à la fin du mois d'octobre, il y aura une autre vente signature. Le prix, c'est 500 gourdes pour la vente signature, mais en librairie, ce sera disponible début du mois de novembre au prix de 650 gourdes.